Bon, nous allons commencer, chers amis. Merci à vous toutes et tous d'être venus. Je souhaite encore, c'est les derniers jours où on peut le faire encore, une très bonne année pour vous et les vôtres. Alors, ce soir, donc, nous allons écouter Dr Marjan Mashkour. Je vais être très bref parce qu'il y a une confusion. Je croyais que j'allais dire un mot sur le parcours de Marjan, et puis mon collègue archéologue de la période achéménide de l'École pratique des hautes études allait plutôt parler de ses travaux, mais finalement, bon, c'est lui aussi qui va parler du parcours de Marjan. Je dirais simplement qu'elle est archéozoologue au CNRS et travaille au Muséum d'histoire naturelle. Et donc, je laisserai Wouter la présenter, simplement pour dire un mot sur l'excellence et l'intérêt extrême de ses travaux, et peut-être juste un mot en tant qu'Iranien, le fait qu'elle fait partie d'une dynastie de savants. Son père est déjà un grand spécialiste de l'histoire de l'Iran et de l'histoire de l'islam. Je connais bien ses travaux parce que, entre autres, il était aussi spécialiste du chiisme. Et puis également l'oncle de son père, le grand religieux réformateur Shariat Sangalaji, que beaucoup d'entre vous connaissent pour justement, je dirais, ces idées extrêmement novatrices au sein du clergé. Donc, je vais m'arrêter là en lui disant toute ma reconnaissance. Merci beaucoup, Marjan. Et je laisse tout de suite la parole à Wouter Henkelmann. Merci, cher Ali. Madame, Messieurs, chers collègues, j'ai l'honneur d'introduire notre collègue Marjan Mashkour, directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe de l'unité archéozoologie et archéobotanique, société, pratique et environnement, hébergée par le Musée national de l'histoire naturelle. Et si vous me permettez de commencer avec une petite note personnelle, j'ai d'abord, il y a environ 20 ans, entendu des collègues mentionner son nom fréquemment en Iran, croyant qu'elle doit être basée dans ce pays. Et puis la même chose m'est arrivée en Allemagne et ailleurs, avant que j'établisse qu'elle travaille effectivement en France. Son statut en tant qu'un des rares acteurs véritablement mondiaux dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire de l'Iran et des pays voisins se montre pas seulement dans ses nombreuses collaborations, conférences, publications et projets internationaux, mais aussi dans le travail de terrain qu'il a conduit depuis 30 ans, outre l'Iran, en Irak, en Géorgie et Azerbaïdjan, en Turquie, en Ouzbékistan, au Turkménistan, au Pakistan, aux Émirats arabes unis, au Yémen, au sultanat d'Oman et même en France. En Iran, elle était la première spécialiste du domaine de la zooarchéologie et a participé à des travaux sur le terrain dans toutes les régions du pays. Elle est célèbre en Iran et dans le monde entier pour avoir été l'une des cofondatrices du laboratoire de bioarchéologie de l'Université de Téhéran, Barlout, et pour être directrice scientifique du département d'ostéologie du Musée national de l'Iran. Son impact est facilement perceptible parmi la jeune génération d'archéozoologues en Iran et en Europe, dont beaucoup ont été formés par elle. Marjan Mashkour a obtenu son doctorat en zooarchéologie à l'Université de Paris 1 Sorbonne en 2001 avec une thèse sur la chasse et élevage du néolithique à l'âge du fer dans la plaine de Rasfine. Depuis lors, elle a publié plusieurs livres et des volumes collectifs ainsi que de centaines d'articles de journaux et de chapitres de livres. Le fil rouge de son œuvre et aussi le sujet de sa conférence de ce soir est l'apport de recherches archéozoologiques sur les interactions entre les animaux et les humains sur le plateau iranien et dans le Proche-Orient. Elle est co-auteure d'un livre récent sur Human and Animal Interactions in the Iranian Plateau, le fruit de recherches menées par elle et ses collègues au département d'ostéologie du Musée national de l'Iran. Plusieurs de ses contributions portent sur les analyses isotopiques, comme son Tracing Ancient Nomads,
isotopic research on the origins of vertical transhumance in the Zagros region de 2003, et l'apport de recherche sur AND fossiles est visible dans, par exemple, Tracking 5 Millennia of Horse Management with Extensive Ancient Genome Time Series, ou bien dans son article sur la momie de mouton trouvée dans la mine de sel achéménide et sassanide de Tcherabat pendant les fouilles dirigées par Thomas Stollner. Marjan Mashkour a également contribué au grand projet interdisciplinaire sur la muraille de Gorgan avec Animal Exploitation during the Iron Age to Achaemenid, Sasanian and Early Islamic Periods along the Gorgan Wall, avec plusieurs autres articles. Pour illustrer l'étendue de son intérêt, si cela est encore nécessaire, on peut citer son travail sur la suédée sur le plateau iranien, sujet rarement traité, sa contribution importante sur animal exploration during the Middle Elamite period based on the faunal remains of Haftape, qui traite entre autres la présence des mules, ou bien la trouvaille rarissime d'un dépôt rituel d'une cigogne et 2 renards dans un niveau d'âge du fer à Ulugdepe, en Turkménistan. Les contributions de Marjan Mashkour ont considérablement stimulé et réorienter les débats sur, entre autres thèmes, la domestication animale, le développement du pastoralisme, l'évolution des économies de subsistance et le rôle des animaux dans les innovations techniques. En lisant son œuvre, on se rend compte de la puissance de l'élément animal dans l'expérience humaine, en particulier en Iran. J'ai parfois remarqué que si l'idée de l'Iran existe, elle doit être la possibilité de synthèse qui se montre à chaque nouvelle culture et à chaque nouvelle ère de l'histoire millénaire du pays. Or, un des éléments les plus récurrents et les plus impressionnants dans cette continuité est l'image de l'animal dans l'art iranien, symbole, comme Marjan Mashkour nous montre, d'une connexion durable, profonde et variée. Marjan. Merci beaucoup. Voilà, la conférence est faite. Alors, merci, juste donc l'intitulé de l'intervention de Marjan et les interactions entre les humains et les animaux sur le plateau iranien au cours de la préhistoire. Et donc, elle va parler pendant, je ne sais pas, 45-50 minutes. Et puis, nous, on revient ici. Et donc, on vous passe la parole si vous avez des questions. Je crois qu'il y a aussi un élément extrêmement important dans le parcours de Marjan, c'est qu'elle a formé un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes en Iran dans son domaine et qui travaillent dans cette discipline extrêmement importante pour la culture. Marjan, donc, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éloges. Je sais pas quoi dire, mais... Et en tout cas, voilà, je suis très, très impressionnée d'être aujourd'hui ici dans cette magnifique salle et avec cette audience aussi exceptionnelle. Donc, je vais essayer, j'ai essayé dans cette présentation d'être le plus, simple possible pour faire passer le message et ne pas rentrer trop dans le détail des méthodes que nous utilisons qui sont quelquefois rébarbatifs. Donc, j'aimerais introduire cette conférence avec cette diapositive qui dit qu'il n'y a pas de société sans animaux, vous l'aurez compris. Et en fait, ce n'est pas du tout un exemple qui vient d'Iran, mais c'est juste pour illustrer les différents propos que j'ai. Donc c'est une grotte qui est en Indonésie, qui a été découverte en 2017 par l'université Griffith d'Australie. Et c'est une peinture qui représente 3 figures humaines qui interagissent avec un sanglier. Et en 2024, donc plusieurs années après, la peinture a pu être datée à 52 000 ans en utilisant une nouvelle méthode donc physico-chimique qui est l'ablation laser et en datant grâce aux molécules de l'uranium. Donc,
En fait, j'ai voulu introduire ma conférence par cette découverte pour attirer votre attention sur 2 points. La première étant que les relations symboliques entre humains et animaux sont enracinées dans une histoire lointaine, ce qui implique en toute logique fondée sur le principe de l'évolution que ce niveau d'abstraction et d'élaboration intellectuelle suppose des interactions encore bien plus anciennes et lointaines que ces 52 000 ans. L'autre point est que l'archéologie a fondamentalement changé grâce à l'apport des sciences physiques, chimiques et biologiques et que nous avons atteint aujourd'hui un degré très élevé de résolution et de finesse dans nos analyses et où nous sommes en même temps conscients de tout ce que nous ne connaissons pas. Ce que nous savons et pouvons projeter est que les avancées technologiques dans différents domaines de sciences vont à grands pas et que nous irons encore plus loin dans la connaissance du passé et à très très grands pas et très vite, bien plus qu'avant. Donc aujourd'hui, mon but est de vous présenter un certain nombre d'éléments et une certaine histoire de l'Iran par le prisme de l'archéologie et les études menées sur ce territoire et en particulier durant ces 30 dernières années au cours desquelles j'ai été moi-même partie prenante de ces recherches et donc je peux vous communiquer ces observations et mes propres expériences. Donc l'archéologie, ses questionnements et ses méthodes. Voilà ici illustré de manière très schématique les thématiques, des différentes thématiques que aborde donc l'archéologie. Évidemment, qui dit archéologie dit archéologie, et donc on part, c'est la base de notre réflexion et notre matériau, c'est l'archéologie. Mais nous traitons des différentes thématiques comme l'environnement, parce que nous avons affaire dans cette discipline avec du matériel biologique. Donc on peut aborder différents aspects, notamment l'environnement, la biodiversité animale, et pour l'autre discipline qui est parallèle de l'archéologie, l'archéobotanique, les deux combinés, on peut parler de la biodiversité animale et végétale. Nous travaillons sur les modes de vie de ce fait, sur l'élevage, la chasse, évidemment l'alimentation qui est au cœur des préoccupations des humains de tout temps, et des humains et des animaux. Nous sommes aussi des animaux parmi ce groupe. Et évidemment, ce qui nous intéresse, ce sont les échanges, les contacts et les diffusions. Donc voilà un peu schématiquement toutes les thématiques que vous allez voir aborder au cours de cet exposé. Donc, comme je vous disais, la fouille, l'archéologie est extrêmement importante et les fouilles archéologiques sont menées maintenant avec une grande finesse. Et donc tout ça nous mène sur la question du contexte. C'est-à-dire sans contexte, on ne peut pas juste se limiter à ce qu'on trouve en creusant. Il nous faut un contexte pour comprendre d'où viennent les objets que nous analysons. Et le contexte des restes animaux, puisque là aujourd'hui on parle des restes animaux, est extrêmement varié. On peut trouver ces restes animaux évidemment dans des contextes d'habitat, là où les hommes vivaient et rejetaient les restes qu'ils consommaient. Mais ça peut être aussi d'autres types de contextes, par exemple des contextes artisanaux, ou par exemple les abattoirs, où on faisait de l'équarrissage, on rejetait les restes des animaux dont on voulait se débarrasser dans un lieu précis. Et donc tout ça est retrouvé aussi par l'archéologie. D'autres contextes très intéressants sont les sites d'abattage où les hommes préhistoriques chassaient. Et comme on peut trouver par exemple ici ce que je représente à Abu Dhabi, c'est un site de chasse de dromadaires par les chasseurs-cueilleurs du néolithique dans ces déserts de l'Arabie.
et où on retrouve donc les restes de ces animaux et on les fouille dans le contexte pour essayer de comprendre comment et pour quelles raisons les hommes chassaient ces animaux. D'autres contextes sont des contextes rituels, comme vous pouvez voir sur cette image en Égypte, avec le temple de Ramsès à Abydos. C'est extrêmement spectaculaire, comme vous pouvez voir, ce dépôt de crâne très ritualisé pour célébrer les morts. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas mettre les momies égyptiennes, évidemment, dont on sait que le squelette et le squelette du chat ou d'autres animaux sont dans ces momies. On le sait par les radiographies qu'on a fait, ou d'autres exemples d'inhumation humaine en Norvège, où on voit donc une tombe viking avec une femme qui est enterrée avec ses animaux. Là, c'est avec le cheval, mais ça peut faire intervenir d'autres animaux. Donc, vous voyez que le contexte est extrêmement varié. Il n'est pas limité à un seul endroit dans le monde. On trouve toutes ces pratiques à travers le temps et à travers les différentes géographies. Donc une fois qu'on a sorti, une fois que l'archéologue a sorti ces restes de son contexte archéologique, il va apporter ça normalement dans des laboratoires d'archéozoologie et qui sont équipés pour étudier ces matériaux. Et là, ce que vous voyez, c'est juste un exemple pour montrer des étudiants qui sont en train d'étudier des collections anciennes avec l'aide des collections de comparaison modernes qui nous servent de repères pour pouvoir identifier les différents restes animaux que nous trouvons et pour pouvoir déjà les identifier et après les quantifier. Alors là, j'ai voulu représenter très rapidement ce qu'on fait en archéozoologie, en fait. Donc, juste pour vous situer, on a affaire à des restes, des fragments d'ossements. Donc, quand on a affaire à des vertébrés, et quand on a affaire à des invertébrés, ça peut être des mollusques, des coquillages, comme vous pouvez voir ici. Donc, tous ces restes persistent avec le temps, nous pouvons les récupérer, et il y a beaucoup de choses dont on ne peut plus récupérer. Évidemment, ce sont toutes les parties molles des restes animaux humains qui sont désintégrés, mais ce qui persiste, ce sont ces matières dures qui perdurent dans le temps, et nous les récupérons si les conditions de conservation dans le sol sont réunies pour que ça puisse traverser le temps. Alors, je voulais juste vous rappeler ici très rapidement qu'il y a une grande différence entre nous, archéozoologues, et les paléontologues, qui travaillent aussi sur les fossiles. Donc, les paléontologues travaillent aussi sur les différents fossiles, que ce soit de vertébrés et d'invertébrés. Mais notre différence, c'est que les archéologues travaillent à partir du moment où il y a interaction avec les humains. Donc, nous, on travaille sur les restes issus des activités des humains. Alors que les paléontologues, eux, ce sont des restes naturels. Ce n'est pas tellement une question de temps, mais c'est vraiment, encore une fois, une question de relations et de contexte. Donc, qu'est-ce qu'on fait en archéozoologie? Donc, la base de notre outil de travail, ce sont ces collections de comparaison. Parce que sans ça, on ne peut pas identifier ce que l'on trouve dans le passé. Les collections de comparaison ostéologiques sont très précieuses. Elles se retrouvent généralement dans les musées d'histoire naturelle. Moi, je travaille au musée d'histoire naturelle pour cette même raison, parce que les collections sont là. Et si on n'est pas on n'a pas la chance de travailler dans un musée, on travaille alors dans des laboratoires spécialisés qui ont des collections de comparaison qui ont été constituées donc pour aider les archéozoologues à identifier les restes que vous voyez ici, les restes osseux fragmentés, souvent fragmentés, et pouvoir donc les nommer, les identifier et les caractériser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces restes osseux? Donc, on peut connaître les caractéristiques physiques et physiologiques et donc extérieures de ces animaux, par exemple leur âge, leur sexe,
en dehors de leur identité, dont je viens de vous parler. On peut travailler sur les pathologies. Pourquoi, par exemple, certains os ont là, il s'agit par exemple d'une cassure sur un os qui s'est ressoudé dans le vivant de l'animal. Donc, ça raconte toute une histoire sur le vécu de l'animal et sur les maladies qu'il pouvait avoir. Ça nous raconte aussi la biodiversité et les conditions environnementales, parce que chaque animal est inféodé à un certain milieu, habitat. Et on peut aussi analyser ces ossements qui sont très très précieux parce qu'ils contiennent de l'ADN. Et aujourd'hui, on est très avancé dans les études génétiques, et donc on peut retracer un peu l'origine de ces animaux et leur diffusion, et comment un animal qui était hors de son lieu, par exemple, de domestication, va se retrouver ailleurs. Ce sont des choses qu'on documente maintenant. Et évidemment, quelque chose que vous connaissez très très bien pour l'usage des ossements, ce sont les datations absolues sur les ossements, donc le C14, peut-être que plus habituellement vous avez entendu parler de C14. Donc tous ces ossements nous renseignent sur une grande diversité de domaines. Et alors ce que nous faisons surtout, c'est qu'on quantifie et on analyse et on essaye d'avoir une vision statistique de ce que l'on traite. Parce que ce n'est pas avec une seule identification qu'on peut faire des schémas ou des patterns. Il nous faut beaucoup de comptage et beaucoup d'assemblage pour pouvoir essayer de sortir des images et des tendances pour décrire des périodes, des régions ou des événements. Donc voilà très simplement, juste pour vous expliquer l'archéozoologie. Et donc, ce qui nous intéresse essentiellement, ce sont les stratégies qui ont été mises en place par les humains et dans les différentes activités qu'ils ont, que ce soit la prédation ou la chasse pour les périodes les plus anciennes, que ce soit l'agriculture ou l'élevage, que ce soit après les développements postérieurs comme le pastoralisme et le nomadisme, et évidemment la consommation qui est au cœur de toutes ces activités et peut-être quelquefois le but ultime. Donc on s'intéresse en fait à toutes ces modalités d'acquisition et aux modalités de distribution et d'échange. Et donc vous voyez que dans toutes ces activités et ces stratégies de subsistance, la part des animaux, sauvages ou domestiques, est prédominante. Donc, juste quelques mots pour vous expliquer un peu aussi ce contexte naturel du plateau iranien. Donc, cette carte, c'est une carte un peu schématique pour montrer, jolie et schématique pour montrer un peu la diversité, la biodiversité du plateau iranien, qui malheureusement est mise à mal depuis à peu près 70 ans avec l'introduction des fusils et la chasse intempestive qu'on voit en Iran avec le fusil, et puis les changements climatiques, l'urbanisation qui font aussi la perte de l'habitat de beaucoup de ces animaux. Mais disons que dans un récent présent, il y avait une grande diversité sur le plateau iranien, et cette diversité est telle qu'on peut comparer la biodiversité du plateau iranien avec l'ensemble de l'Europe. On a à peu près 156 mammifères identifiés sur le plateau iranien, qui fait à peu près, en Europe, on en connaît 160. Donc, pour vous dire, cette région était extrêmement riche dans sa diversité. Et pourquoi ? Parce que l'Iran est un grand pays. Non seulement il est grand par sa culture, mais aussi grand par sa superficie. Il fait 1 600 000 km², évidemment, qui représente, par exemple, si vous voulez un ordre de grandeur, c'est 3 fois la France, qu'on connaît mieux peut-être.
Et donc, c'est un territoire, évidemment, qui a plusieurs habitats, une grande diversité géologique, une grande biodiversité animale et végétale, du fait de cette diversité, justement, des paysages et de sa géologie. Donc, beaucoup de montagnes. On est dans une zone de haute altitude. On est sur un plateau, comme on dit, le plateau iranien. Et évidemment, quand on parle de montagne, on parle aussi de contraste de relief. On n'est pas que dans les montagnes. On est dans un climat continental et avec beaucoup d'aridité par endroits. Donc tout ça fait une grande diversité, non seulement naturelle, mais aussi culturelle. Alors, avant d'aller dans le cœur du sujet, je voulais aussi vous parler un peu du contexte académique et la pratique de l'archéologie en Iran. C'est un sujet auquel je tiens beaucoup parce que je pense que c'est par là que les choses peuvent évoluer. Et donc, en 1997 jusqu'à 2010, j'ai commencé donc mes études, mon sujet de thèse en Iran en 1997, et à l'époque il n'y avait pas de laboratoire, et donc j'ai commencé à constituer une collection. Je vous ai dit que les collections de comparaison étaient vraiment le cœur de notre outil de travail. Donc heureusement on avait une grande maison, et donc j'ai pu squatter une partie de la maison avec tous mes squelettes et travailler avec les différentes collections archéologiques à la maison, mais évidemment cette situation n'était pas destinée à être continuée, et donc en même temps je négociais avec le Musée national d'Iran, qui a une grande collection ostéologique ancienne, donc des fouilles anciennes avant la révolution d'Iran, donc qui étaient stockées dans ce musée. Donc je négociais avec eux pour constituer un département pour l'étude de ces collections ostéologiques. Donc c'est ce qui a été réalisé heureusement en 2011, et je remercie donc le directeur du musée, M. Nokande, qui est un collègue et qui m'a énormément soutenu et aidé dans cette tâche. Donc maintenant on a un laboratoire au sein du Musée national d'Iran, mais en parallèle avec l'université de Téhéran et l'aide d'une collègue très chère, donc Haïdé Laleh, nous avons déposé un projet pour constituer un laboratoire de bioarchéologie à l'université de Téhéran, qui pourrait être un lieu d'enseignement et de formation, ce qui ne pouvait pas se faire au Musée national d'Iran, parce que le musée est très contraint et on ne peut pas rentrer comme on veut. Donc le musée, c'était le lieu de stockage et de consultation des collections, mais le laboratoire à l'université de Téhéran était vraiment destiné à la formation d'étudiants. Et donc vous voyez ce petit groupe, et on va les suivre un peu à la fin de cet exposé. Donc depuis 2011, je dirais qu'avec ce groupe d'étudiants, nous avons étudié un grand nombre de sites archéologiques et de collections archéologiques que vous voyez ici. Quand j'ai commencé mes études en archéologie en Iran, il y avait 54 sites qui avaient été étudiés avant la Révolution par différentes équipes étrangères. Personne n'était enfin, il n'y avait aucun Iranien qui était spécialiste. Et donc un des acquis, je dirais, de ce laboratoire, c'est que c'est une archéologie locale qui se fait en Iran par les Iraniens, voilà, et qui ne nécessite pas de transporter tout ce patrimoine finalement naturel et culturel en dehors de l'Iran. Et c'est aussi une occasion justement de conserver et préserver tout ce matériel en Iran. Alors, pour vous donner une idée un peu de ces activités par rapport à nos voisins dans la région, donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'études faites
sur le plateau iranien par rapport aux régions adjacentes, donc le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ou même dans le Caucase. Et la raison pour ça, c'est pour ça que j'insiste sur cette formation, c'est qu'on a donc un groupe de gens qui s'intéressent et qui travaillent. Il n'y a pas que moi qui travaille en Iran, il y a tous ces jeunes qui travaillent et qui permettent donc de pouvoir brasser toute cette masse de données, parce que ça concerne des milliers et des milliers je dirais même millions d'ossements qui sont à traiter, à quantifier, à enregistrer, à analyser. Bref, donc ça c'est disons le contexte régional. Et donc ces 30 années d'études nous ont permis de faire émerger une nouvelle image du bestiaire préhistorique et historique du plateau iranien, je dirais depuis 230 000 ans, et je reviendrai sur ce 230 000 ans. Donc nous avons pu identifier des animaux qu'on ne connaissait absolument pas dans le registre ancien du plateau iranien. Par exemple, je vais lire la liste, je crois que vous pouvez quand même le lire. Donc l'ours d'Enninger, qui est un ours qui est éteint. Tout ce qui comporte des ciseaux, ça veut dire qu'il n'existe plus actuellement, ils sont éteints. Le rhinocéros qu'on a trouvé à différents endroits de l'Iran, vous voyez ici, et ce n'est pas exclu de le trouver ailleurs. La hyène tachetée, c'est une hyène que vous voyez ici, qui n'est actuellement qu'en Afrique. En Iran, actuellement, on a la reine rayée, donc qui n'existe plus ici. On a le lion des cavernes dans cette région, mais aussi le lion n'était pas très connu, même le lion actuel n'était pas très connu sur le plateau iranien, et on en a découvert de nouveaux exemplaires. On a l'hydrontinus qui est représenté ici par ce dessin, parce qu'évidemment on n'a pas d'image de l'hydrontinus puisqu'il est éteint, qui est un âne. On l'appelle l'âne européen. C'était un âne qui était très connu dans la préhistoire de l'Europe et qui avait une zone d'extension qui n'était pas connue, et qui, grâce à ses études sur le plateau iranien, on peut l'identifier. On le connaissait jusqu'en Turquie, mais pas aussi loin, jusqu'au plateau iranien. Donc on a aussi étendu ces aires de répartition de certains animaux. On a l'auroch, qui est l'ancêtre du bœuf, qu'on a trouvé à plusieurs endroits, qui est très très rare de le trouver. Le cheval sauvage, également à plusieurs endroits. Le saïga, qui est cet animal un peu bizarre avec cette espèce de trompe un peu comme un chameau, qui est répandu normalement maintenant dans le désert du Gobi, mais qui était présent aux périodes préhistoriques avant le néolithique dans le nord du plateau iranien, et aussi dans les périodes historiques. Je l'ai trouvé aussi dans le Turkménistan, ce qui est très, très étonnant. Actuellement, il est dans le désert du Gobi. Et puis, on a donc le zébu, qui est normalement un animal qui est plus retrouvé vers l'Indus, enfin dans cette région du Pakistan ou l'Inde, et qu'on a retrouvé des traces dans cette partie sud-est de l'Iran. Et le buffle, c'est une découverte très intéressante dans le nord-est de l'Iran. Le premier buffle étant un buffle sassanide, donc trouvé et identifié génétiquement donc à l'époque sassanide. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que ces travaux ont servi aussi à révéler une grande biodiversité méconnue jusqu'ici pour le plateau iranien. Et donc ces travaux ont fait l'objet de beaucoup de publications dans des revues très spécialisées comme Science et Nature, et donc on a pu vraiment aller au cœur de l'identification et la description de ces animaux à différentes périodes, et même on a pu aller beaucoup plus loin dans l'histoire de l'homme, puisqu'on a trouvé du Néandertal aussi sur un des sites que nous étudions tout à fait par hasard. Au milieu des restes fauniques, on a trouvé une dent de Néandertal qui a également fait l'objet d'une publication. Voilà, donc ça c'était juste le contexte aussi académique
et aussi ce livre dont a parlé Wouter, je te remercie, qui est là si vous voulez le consulter, il est présent ici, donc, qui est en fait un livre de vulgarisation scientifique qu'on a publié avec toute mon équipe de ces jeunes dont je vous ai montré la photo et qui retrace un peu l'histoire de l'Iran, mais vue à travers l'histoire de ces interactions entre les humains et les animaux. Donc les premières interactions humains-animaux, pour revenir sur cette première diapositive que je vous ai montrée, elles remontent à beaucoup plus loin que ces 52 000 ans que je vous ai montrées. Elles remontent à 230 000 ans. C'est les premières preuves d'installation et d'occupation du territoire iranien qu'on a trouvé dans la grotte de Darband, qui est dans le Guilan, dans la région caspienne, et qui date du Paléolithique inférieur. Ça a été fouillé par mon collègue Feridun Biglari et Vali Jaroni. Et on y a trouvé des restes d'industrie lithique qui est représentée ici, qui montre l'appartenance de cette grotte par les humains d'il y a 200 000 ans à peu près, mais aussi des premières restes d'exploitation d'animaux par ces humains, donc les chèvres sauvages, mais aussi de l'occupation de cette grotte par des animaux qui n'avaient pas d'interaction avec l'homme, mais qui occupaient la même grotte quand les humains n'étaient pas là, et qui est l'ours de Denninger, qui est actuellement éteint. Donc ça, ce sont les premières traces de ces interactions. Donc on sait que ces humains fabriquaient ces outils très, très élémentaires et qu'ils chassaient la chèvre sauvage. Ensuite, une nouvelle découverte que vous avez peut-être vue dans les médias, c'est la grotte de Ralekhord dans le nord du plateau iranien, qui a été fouillée par une équipe française et iranienne et qui a fait l'objet de plusieurs publications. Pardon, j'ai quelque chose, un message qui me disait de me connecter. Voilà, donc sur cette grotte qui est un peu plus tardif, mais qui a éventuellement aussi des traces à peu près à la même période ou légèrement antérieures à Darband, on a énormément de restes d'équidés, de cet équidé dont je vous ai parlé qui n'existe plus, donc l'hydrontin, mais aussi du cheval sauvage. Et donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des stigmates laissés par les outils en pierre sur les restes des animaux, qui montrent qu'ils ont travaillé ces restes pour des différents usages. Et on va voir aussi plus tard que les ossements sont aussi très importants comme matière première, évidemment, pour ces premiers chasseurs-cueilleurs, parce qu'ils vont l'utiliser, comme pour la pierre, ils vont l'utiliser pour la fabrication d'outils ou d'autres usages. Donc je passe maintenant, après vous avoir donné un peu la dimension temporelle de ces interactions, je passe sur des périodes beaucoup plus récentes. Donc on commence par une intensification des exploitations des animaux à partir de 11 000 ans sur le plateau iranien. Et on voit ces développements des économies de subsistance qui se mettent vraiment en place à partir du 11 000 ans. Alors pourquoi 11 000 ans donc vous avez vu dans la partie basale de ce diagramme que je montre, on voit ici, donc on est autour de 15 000 ans ici, et on passe à des périodes plus récentes. Donc il y a une rupture ici qui se passe, donc on est dans le Pléistocène ici final, c'est-à-dire avant la domestication des animaux, et ici on est dans une partie où les animaux, la domestication s'est faite et les humains donc, ont acquis cette connaissance et la technique de la domestication. Et donc on voit plusieurs choses. On voit qu'avant la domestication,
il y avait une grande exploitation des caprinés, c'est-à-dire les moutons et les chèvres sauvages. Après le néolithique, où on a donc cette domestication des animaux, notamment ça a commencé par la chèvre, on voit qu'on a énormément de moutons et de chèvres. Tout ce qui est orange, là, ce sont les moutons et les chèvres dans ce diagramme, et tout ce qui est bleu, c'est le bœuf. Donc on voit essentiellement les humains dans les différentes communautés, les différentes cultures du plateau iranien, entre, disons, 11 000 et la période subactuelle, exploiter essentiellement les herbivores domestiques. Et la part de la chasse, là ce que vous voyez ici, c'est le noir, pour les caprinés, diminue dans le temps de manière considérable. Alors pourquoi tout ça se passe? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, dans cette période de rupture, on a des changements climatiques. Alors nous vivons actuellement les changements climatiques. Et vous pouvez imaginer donc à quel point ça peut impacter les modes de vie quand on passe des périodes très froides à des périodes plus chaudes, qu'il y a plus de pluie ou plus d'humidité. Donc tout ça fait d'énormes modifications dans le paysage, et c'est ce qui s'est passé pour le plateau iranien. Nous sommes passés des périodes glaciaires à des périodes plus chaudes qui ont été bénéfiques pour le développement de l'agriculture, et des végétaux, et pour la domestication donc, des animaux. Et donc l'autre impact de ces changements climatiques, ça a été aussi l'accroissement démographique. Donc tous ces éléments vont ensemble et on fait qu'on a une plus grande donc, demande par les humains, et ce qui induit donc un changement de stratégie pour s'installer, donc de changer de mode de vie de chasseur-cueilleur à éleveur-agriculteur. Déjà, c'est un grand changement dans l'histoire de l'humanité de manière générale, et là, on parle en particulier sur le plateau iranien. Et donc, ça a nécessité, dans le climat que je vous ai montré, dans l'environnement que je vous ai montré, des adaptations pour pouvoir rester de manière permanente dans une région, d'adopter des nouvelles modes d'exploitation des animaux, par exemple avec le pastoralisme, soit mobile, soit sédentaire. Et donc l'ensemble de tout ça montre qu'il y a une interconnexion entre ce que offre le milieu et ce que les humains peuvent faire de ce milieu, et la pression qu'on peut mettre sur le milieu. Alors, le discours d'aujourd'hui, l'exposé d'aujourd'hui, ça va être beaucoup sur les moutons et les chèvres. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on connaît de ces moutons et des chèvres, qui sont la nourriture, je dirais, principale du plateau iranien à travers les temps. Et donc, on voit un peu cette histoire des caprinés, donc, qui regroupent les moutons et les chèvres. Donc, les chèvres sont en bleu et les moutons en orange. Donc, vous voyez qu'au paléolithique et au néolithique, on avait beaucoup plus de chèvres. Et donc, la raison, c'est que pour ces périodes-là, on a plus d'occupation dans les montagnes, et les chèvres sont plus adaptées à des régions rocheuses, montagneuses. Ensuite, pour le néolithique, le premier animal qui a été, le premier herbivore qui a été domestiqué sur ce territoire est la chèvre, et donc on voit encore cette pression sur la chèvre. Après, on voit au chalcolithique le début du pastoralisme nomade ou mobile, enfin on ne peut pas parler de nomade, mais disons mobile, c'est-à-dire les gens, pour pouvoir exploiter leur milieu, étaient obligés, les éleveurs, de changer de terrain entre l'hiver et l'été pour pouvoir avoir tout simplement accès à l'herbe pour les animaux. Donc on a un début d'exploitation donc de différents étages de l'environnement. Et là encore, on a plus de chèvres que de moutons.
Et à l'âge du bronze, il va se passer le début d'un grand changement, pas seulement en Iran, mais globalement dans le Proche et le Moyen-Orient, avec le développement des cités, avec le développement de l'urbanisme. Et on va voir que progressivement, la part de la chèvre va baisser et le mouton va prendre le dessus sur la chèvre. Et durant l'Antiquité, on voit une recrudescence un tout petit peu de la chèvre. Et ça, à cette période-là, nous avons d'autres indices qui montrent qu'on a une dégradation du milieu. Et le fait qu'on ait plus de chèvres, qui est plus résilient et qui est plus rustique que le mouton, a moins d'exigences que le mouton, fait qu'on a plus d'exploitation de chèvres à cette période-là et qui va continuer dans le temps avec cette tendance-là. Donc voilà un peu les différentes raisons de ces fluctuations entre le mouton et la chèvre dans le temps dans cette région. Alors donc je vais là rentrer dans une histoire donc diachronique du mouton et après je passerai à la chèvre. Donc le mouton, voilà sa distribution, mouton sauvage, le mouflon qui est l'ancêtre donc du mouton. Sa distribution dans le monde, c'est pas donc seulement en Iran ou dans cette région du sud-ouest de l'Asie qu'on le trouve. Il est présent un peu partout dans le globe. Mais ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc on va parler de l'ovis orientalis ou ghimelini ou arménien, selon ses différents noms. Donc les mouflons du sud-ouest de l'Asie, alors qu'est-ce qui les caractérise? Donc tout de suite vous voyez, ce sont les cornes, évidemment, c'est l'élément le plus visible et marquant, en tout cas pour les mâles, et leur collerette qui est très proéminent. Donc sur le plateau iranien, c'est ça qui est très intéressant, il y a une grande diversité de ces différentes formes de mouflons et qui ne sont pas seulement des différences visibles, mais qui sont aussi des différences chromosomiques, puisqu'on a calculé et on a mesuré ces chromosomes, on voit bien qu'ils ont des différences et on voit des zones d'hybridation au centre de ces différences entre, par exemple, le mouflon arménien et le mouflon ourial. On a des zones d'hybridation dans le centre de l'Iran. Donc, ces mouflons ont ils ont des habitudes très grégaires. On les trouve toujours en troupeau. Et je voulais vous montrer une petite vidéo. Qui montre la puissance de cet animal et qui va nous expliquer un peu pourquoi les hommes préhistoriques ont eu cet engouement pour cet animal. Donc, je vous parlais d'engouement. Donc, on a les premières représentations de l'animal. On le voit très mal, mais quand on a l'objet sous la main, on le voit bien. C'est à partir du 7e millénaire, sur le site de Sarab, à côté de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran, dans le Zagros. On commence à représenter ce mouton ou ce mouflon. Alors là, c'est un peu difficile de dire si c'est un mouflon ou un mouton, mais on sait qu'on est dans le genre ovis. Et donc, je vous parlais donc de la passion des cornes et peut-être aussi la suprématie des mâles, et qu'il y a peut-être quelque chose à voir là avec ça. Et donc, on voit apparaître toutes ces stylisations et sophistications des formes sur la poterie. Donc, je ne vais pas les détailler, mais vous voyez un peu la diversité et selon les cultures et les sites archéologiques, les artistes se sont donnés à représenter les moutons. On voit, je vous ai mis aussi la chèvre juste pour comparaison.
Donc on voit bien ici que les cornes très enroulées représentent plutôt le mouton et les autres en forme de sabre, c'est plutôt les chèvres. Et là, bon, vous voyez, toutes ces formes sont très stylisées, représentent donc les cornes des mouflons. Voilà, là on a d'autres exemples qui viennent du Khouzistan. Et à tel point ça a été remarqué que la délégation française en Iran, les cahiers de la délégation a choisi donc ce motif pour représenter ces cahiers. Voilà, donc on voit d'autres formes ici dans le 4e millénaire. Là c'est un peu plus réaliste, on retrouve la forme vraiment de l'animal. Donc on avance dans le temps. Là, ce sont les vaisselles en chlorite de la civilisation de Jirov, de Halil Rud. Vous avez certainement entendu parler de ces chlorites qui ont été beaucoup pillés et vendus sur les marchés internationaux. Donc voilà, là, ce sont des représentations vraiment réalistes. On retrouve l'animal, on l'identifie très très clairement. Et voilà, donc ça c'est des motifs qui ont été dessinés de ces mêmes chlorites. Ils sont tellement réalistes qu'on voit bien le sexe de l'animal, on voit que ce sont des mâles et que ce sont aussi des animaux domestiques parce que, vous voyez, ils sont entravés. Donc toutes ces représentations nous apportent aussi beaucoup d'éléments sur les modes de vie et sur les pratiques de ces régions. Voilà un autre statuaire qui vient de Shahr-e-Sourté, qui est dans le sud-est de l'Iran. Là, on commence à construire des choses beaucoup plus imposantes. C'est un albâtre de 9 kilos, mais très stylisé, mais on reconnaît quand même l'animal. Alors, il y a des spécialistes du Luristan dans cette salle, donc c'est un clin d'œil aussi pour eux. On a donc à l'âge du fer le développement donc, l'utilisation de ces formes dans différents objets. Là, ce sont des mors pour les chevaux et on voit qu'on a l'artiste donc illustre des animaux hybrides ici. Donc plus tard dans le nord de l'Iran, dans la région caspienne, on a beaucoup de ritons qui sont des dépôts funéraires et à usage funéraire, comme vous pouvez le voir, donc, qui représentent des animaux domestiques. Et là, pareil, bon, c'est quelque chose qui est très connu à Persépolis, ces offrandes qui sont amenées par les différentes tribus, et donc là, c'est des offrandes par les Assyriens qui apportent des moutons et vous voyez très bien représenter la laine sur ces moutons. Et pareil pour la période sassanide, donc je vais pas commenter, il y a plusieurs spécialistes ici présents dans cette salle, mais ce que je voulais juste montrer, c'est que c'était l'association des mouflons chassés avec la figure du roi. Et on voit ici donc le roi qui est représenté symbolisé par ce ruban qui symbolise aussi la gloire, la splendeur, voilà ce phare, ce huarra, et qu'on va retrouver sur ce mouflon qui est seul là, sans personnage humain. Donc on voit que cet animal, il va traverser un peu toutes les sphères de la société. Et enfin, donc pour les périodes plus modernes, c'est une représentation, donc une photo des cimetières de Nohur au Turkménistan, où on a sur les tombes donc ces bucranes de mouflons qui sont disposés sur les tombes et qui sont censés donc lutter contre les mauvais esprits et aider les âmes des défunts. Alors, je ne sais pas si c'est des défuntes, mais en tout cas les défunts, c'est sûr. Donc, un passage sécurisé au paradis. Je ne sais pas si on met ça sur les tombes des femmes ou pas, mais sur les hommes, c'est sûr. Et donc, dans l'art moderne, s'empare aussi de ces cornes. Comme vous pouvez voir ici, donc on trouve des exemples partout sur
les différents médias. Et malheureusement, ce que ça montre aussi, c'est cette pression supplémentaire sur l'exploitation des mouflons sauvages, mâles, et l'augmentation exponentielle de l'offre et la demande qui fait que ces animaux sont très très menacés actuellement. Donc, plusieurs millénaires de pression sur cet animal fait qu'actuellement le statut de cet animal est vulnérable et même à certains endroits il a disparu sur le plateau iranien en tout cas. Mais on continue à le chasser avec des grandes offres de prix exorbitants pour des trophées. Alors tout ce que je vous ai dit, vous avez bien compris que tout ça c'est la voie royale vers la domestication et juste pour vous montrer quelles sont les différences entre ces animaux, ces mouflons sauvages qui ont donc, vous avez vu à travers mes exemples, qui est l'animal domestique. Vous voyez tout de suite la grande différence, évidemment, c'est la laine qui va apparaître par rapport à l'animal sauvage, qui avait le poil, qui n'avait pas de laine, et évidemment la morphologie de ces cornes qui vont complètement changer, notamment pour les mâles qui vont être beaucoup plus torsionnés et spiralés par rapport aux exemplaires sauvages. Et ces différences sont vraiment phénotypiques à l'extérieur, ils ne sont pas chromosomiques parce que le mouton domestique a le même nombre de chromosomes que le mouton arménien par exemple, qui est l'ancêtre donc des moutons domestiques à travers le monde. Et voilà donc le développement de la domestication, c'est la création des races, parce que les races vont être adaptées à différentes régions, à différents usages, à différentes nécessités de l'homme, par exemple des races à poil, des races à lait, des races à viande qui vont apparaître et qui vont donner une autre biodiversité pour ces animaux domestiques qui ne soient pas, que j'oublie pas de vous le dire aussi, qui est extrêmement menacée. Actuellement, on est dans une phase, malheureusement, depuis, je dirais pas actuelle, mais depuis une trentaine, quarantaine d'années, avec l'amélioration des races. On introduit par exemple le mérinos, qui n'est absolument pas une race de ces régions-là. On les mélange et toutes ces races, d'ailleurs mes photos le montrent, ce sont des photos très anciennes que j'ai trouvées dans des ouvrages anciens, sont quasiment perdues et on a des petits refuges où on garde encore ces races. Donc cette histoire d'amélioration des races est une catastrophe pour la biodiversité même des races domestiques. Et donc, tout ça pour vous dire que ces moutons ont un grand attrait économique, évidemment pour la viande, on l'a compris, mais pour la graisse, comme vous pouvez voir sur toutes ces images avec la queue grasse. Et j'ai oublié de vous le dire, donc on a aussi ces queues grasses qui apparaissent sur beaucoup de races iraniennes, mais on en a aussi qui sont sans queue grasse. Mais disons, il y a vraiment un engouement, en tout cas dans la zone iranienne et autour de l'Iran, circum-iranienne, pour la queue grasse et cette graisse particulière qui est consommée et qui est très appréciée par les différentes populations. Et voilà, donc la queue, et ça c'est une réalité, elle a été tellement importante qu'on devait construire ces petits chariots pour que l'animal puisse se mouvoir et bouger. Alors la laine, évidemment, je vous ai parlé de la laine, c'est une grande aussi révolution, je dirais, dans l'histoire de l'humanité, cette invention, disons, enfin, cette sélection des animaux pour que la laine apparaisse et qui a complètement bouleversé, évidemment, les sociétés à travers la géographie et le temps. Donc voilà, et puis l'autre chose, évidemment, qui est très important, c'est le lait, et qu'on dit être le stimuli pour la domestication. Parce qu'avant, les humains, ils avaient de toutes les manières accès à la viande, ils n'avaient pas besoin de la viande, mais ce qui les a
encourager éventuellement à domestiquer les animaux pourrait être l'exploitation du lait. Donc maintenant, je passe à la chèvre sur le plateau iranien, avec cette superbe statuaire, donc proto-élamite de 3e millénaire. Donc pareil, le bouquetin est un personnage très important dans l'histoire animale de l'Iran. Vous voyez, donc je vous représente encore une carte un peu emblématique de cette diversité faunique en Iran, et vous voyez qu'il est présent un peu partout. C'est tout ce qui est entouré par le rouge. Et il a beaucoup de noms, et beaucoup de noms un peu aussi à travers le monde. Donc il y a le bouquetin, l'ibex, le bézoar, je reviendrai sur le bézoar, les chèvres sauvages. En Iran, on l'appelle le pasang. Pasang veut dire le pied à la pierre, c'est-à-dire on voit bien où il est, et par son nom, où est-ce qu'il habite et quel habitat il occupe. Et en anglais, Steinbock, qui dit la même réalité naturelle. Donc vous voyez cet animal majestueux avec ses cornes en forme de sabre, qu'on appelle aussi, comme je vous ai dit, ibex. Mais je crois que le terme le plus juste serait vraiment la chèvre égagre. Voilà, donc d'ailleurs en grec, c'est bien le égagrus, c'est bien chèvre sauvage. Alors la chèvre est l'animal la plus représenté dans l'art rupestre en Iran. Et ce qui est très, très, très étonnant, le mouton est totalement absent de ces représentations de l'art rupestre. Alors je ne sais pas, en même temps que je vous parle, je ne sais pas si c'est vraiment très étonnant, mais comme je vous disais, la chèvre sauvage est vraiment l'animal des montagnes. Mais n'empêche que le mouton était quand même aussi dans les piémonts, mais on n'a aucune représentation de mouton dans l'art rupestre. Et juste pour vous montrer un exemple de cet art rupestre qui vient d'être découverte dans la région de Bojnout, dans le nord-est de l'Iran, comme vous le voyez représenté sur la carte. Donc c'est un pétroglyphe de taquet qui représente des chèvres sauvages. L'image que vous voyez ici, c'est en fait une image reconstituée à plat de l'ensemble de la paroi rupestre. Et là, c'est une reconstitution avec des couleurs de ce qui est représenté. Donc on voit bien la chèvre qui est bien sauvage, ici représentée. Et donc la scène représente donc des chèvres sauvages qui sont poursuivies par un humain avec une lance et des chiens. Et c'est la première fois qu'on a cette représentation de chasse, de scène de chasse avec des chiens sur le plateau iranien. Et donc l'archéologue attribue cette peinture rupestre à du chalcolithique âge du bronze entre le 4e et le 3e millénaire avant notre ère. Donc c'est vraiment une scène exceptionnelle. Et donc on a les premières représentations de la chèvre sur la poterie, qui est le premier support où on a représenté des différents motifs, dont les animaux. Voilà, toujours dans le Zagros, mais aussi sur les montagnes, enfin dans la région d'Alborz. Aussi, on a ces chèvres qui sont très stylisées. Vous voyez encore, on joue beaucoup avec la forme des cornes. Quelquefois réaliste, on retrouve très 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 bien l'animal. Là, c'est un peu plus stylisé. Et là, on est vraiment dans le summum de la stylisation avec Assus, qui est vraiment magnifique et exceptionnel. Et d'ailleurs, là, je vous dis juste encore une fois, on a des chiens qui sont représentés et des oiseaux à long cou qui sont représentés de manière très stylisée. Alors, on a aussi le plus ancien dessin animé du monde qui est représenté sur la poterie, qui a été retrouvé sur cette poterie de Shahr-e-Sourte, donc à côté de Zabol dans le sud-est de l'Iran. Et vous voyez le déroulé donc, du bol ici, et si vous voyez ici, donc
Si on le déroule, on voit bien que c'est vraiment un dessin animé. Voilà donc beaucoup de choses. Et voilà toutes les variations dans la stylisation de la forme des cornes sur les poteries pré- et protohistoriques. Donc vous voyez que les artistes se donnent vraiment à faire toutes les variations possibles avec cet animal. Donc pour les périodes plus récentes à l'âge du fer, on utilise même donc les cornes comme poignées pour anses. Et la chèvre est aussi remède. Donc je vous ai dit qu'un de ses noms était bézoar, et le bézoar qui vient du persan podza, c'est-à-dire contre-poison, est en fait lié au fait que les herbivores et les ruminants produisent une espèce de pierre, enfin un gastrolithe, qui se forme dans leur estomac et qui est retrouvé, donc une fois qu'on a tué, on a retrouvé ça et c'est devenu un objet de prestige et de convoitise, et on a pensé que ça pouvait remédier à du poison, et donc l'utilisation a perduré jusqu'au XVIIe siècle en Europe, et même encore aujourd'hui, si vous allez, j'en ai acheté moi-même dans le bazar d'Ispahan il y a quelques années. Donc voilà, cet animal était aussi exploité pour ce bézoar, et si vous voulez lire sur la question, Henri-Paul Francfort a fait un très beau papier là-dessus en 2015 justement sur la signification et la diffusion justement de cette histoire de bézoar sur les routes de la soie. Alors, en termes d'archéozoologie, je vous ramène dans l'archéozoologie et les ossements. Donc sur la chèvre est présente très, très tôt, évidemment, depuis le Paléolithique. Donc ça, ce sont des spectres de faune, c'est-à-dire c'est des comptages d'ossements et des représentations, des pourcentages de représentation des animaux sur différents sites de cette région. Et vous voyez, à chaque fois qu'il y a du orange, on a beaucoup de chèvres qui sont représentées. Alors d'autres endroits, ils ne sont pas présents, mais ça c'est parce que les sites dans cette période du Paléolithique étaient occupés saisonnièrement. Donc en fait, saisonnièrement, les gens chassaient beaucoup par exemple de chèvres quand ils étaient dans les zones d'altitude, parce qu'ils suivaient la proie, et quand ils descendaient plus bas, ils chassaient les chevaux sauvages ou les émiones. Donc il est présent très tôt, et voilà donc une grotte. Je voulais juste vous montrer à quoi le paysage un peu du Zagros et des grottes qui s'y retrouvent. Donc la grotte Jofte, qui était fouillée donc par Feridun Bigleri, Sonia Chidrang et précédemment par les Belges. Donc là, on voit dans cette grotte et dans les différentes périodes que représentent les couches sédimentaires de cette grotte, une prédominance de la chèvre, avec d'autres animaux bien sûr, mais vous voyez que tout ce qui est vert ici, c'est l'exploitation de la chèvre. Donc il y avait vraiment une volonté, une espèce de manie de chasser cet animal et de le consommer. Et donc tout ça, encore une fois, ça nous mène vers la domestication. Alors les premières étapes de la domestication de la chèvre se passent encore une fois dans le Zagros. Vous voyez donc cette continuité dans le temps de ces pratiques et de ces transmissions, probablement transmission de savoir. Donc on a 3 sites majeurs, et c'est bien de retenir ces noms, qui sont les Ganj Dareh, Sheikh Abad, Tape Abdel Hussein, qui sont vraiment les sites majeurs de la domestication des animaux, et qui ont marqué vraiment cette période de passage des chasseurs-cueilleurs au passage de la sédentarité ou semi-sédentarité, parce qu'on n'est pas encore sédentaire ici, ce sont des campements, mais on commence à avoir des villages et revenir au même lieu tous les ans. Donc ces sites-là, dans ces sites-là, on a donc voilà
des pratiques rituelles et le chèvre intègre à ce moment-là la sphère du symbolique. On a des dépôts de bucranes à différents endroits du site, donc ce qui montre que la chèvre a un rôle particulier dans ces communautés, pour ces communautés, un rôle symbolique particulier. Et donc ces dépôts ne sont pas liés à des inhumations humaines, elles sont indépendantes. Et donc ça montre le statut vraiment de cet animal qui était certainement qui faisait l'objet d'adoration peut-être pour ces communautés néolithiques. Et je vous ai parlé au début de l'exposé sur ces sites très anciens qu'on avait trouvés où on utilisait les ossements. Il faut se rappeler vraiment que l'os, de manière générale, est un matériau important, c'est-à-dire comme la pierre, elle a été une matière première très prisée et utilisée par les hommes parce qu'ils devaient construire des outils, et des objets, des outils pour différentes activités qu'ils avaient. Donc on a également cette pression sur les différents animaux à cause du fait qu'on utilise leurs ossements pour d'autres usages que la consommation. Et alors donc, je vous parlais donc de ces transformations qui s'opèrent au cours du temps et qui nous mènent à la domestication, et on peut le voir, ces transformations, à travers les analyses génétiques. Donc je vous ai dit que l'un des qualités, disons, de ces ossements est qu'elles conservent l'ADN, et avec tous les développements qu'on a fait ces dernières années, on peut maintenant extraire cet ADN ancien et le faire parler. Et donc on voit dans cette analyse que je vais vraiment simplifier au maximum. Donc on a dit que les cornes étaient vraiment le symbole de la représentation de l'animal sauvage. Donc cette morphologie très droite par rapport à l'animal domestique qui a une morphologie beaucoup plus torsionnée. Mais à cette même période, on voit ici que ces animaux montrent déjà des signes de domestication, c'est-à-dire que ce diagramme phylogénique montre ici des animaux sauvages. À la base de ce diagramme, on a des animaux sauvages. On a ici les chèvres du Zagros qui appartiennent à ces 3 sites dont je vous ai parlé. Et là, on a toutes les chèvres domestiques. Donc on voit bien qu'ils sont intermédiaires, qu'ils sont en train d'être domestiqués. Mais la morphologie externe de leurs ossements ne le montre pas encore. C'est-à-dire que ces changements morphologiques arrivent peut-être plusieurs centaines d'années après les premiers pas dans la domestication. Et ça, on ne le savait pas tant que la génétique ne nous l'avait pas démontré. Donc, je ne vais pas rentrer dans la complexité de ces analyses, mais simplement pour vous dire que entre le travail de l'archéozoologue qui voit quelque chose d'extérieur et qui le décrit, et le travail après, et le développement génétique qui a été fait maintenant avec la paléogénétique, on peut faire parler encore plus le matériel archéozoologique. Et donc, pour arriver à le leadership des chèvres, vous ne pouvez pas trouver un seul troupeau actuellement au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, sans que les chèvres soient les meneurs, les vrais meneurs. Et elles sont certainement bien plus efficaces que beaucoup de dirigeants que l'on connaît et qui mènent vraiment les troupeaux à bon port. Voilà. Et donc, je voudrais finir cet exposé d'abord en le dédiant à mes étudiants, à ces jeunes étudiantes et étudiants iraniens qui sont pleins d'espoir pour l'avenir de la recherche scientifique en Iran et pas que la recherche scientifique. Et je les remercie d'avoir tenu dans ce climat très difficile et de m'avoir accompagné toutes ces années. Et je remercie évidemment Amir Amir Moezi de m'avoir invité à cette conférence, à Wouter qui a fait la présentation,
Madame Lamotte et Madame Lipatz que j'ai beaucoup embêté avant cette présentation, et évidemment au Centre Elohim Midyar qui m'accueille aujourd'hui. Merci beaucoup et évidemment à vous, à toute l'audience. Merci beaucoup, chère Marjane, pour cet exposé passionnant. Alors, je n'ai pas voulu t'interrompre, ça durait plus que 50 minutes, mais c'était c'était passionnant. Non, mais c'était très bien, très vivant. Donc, s'il y a des questions, des remarques, des observations, la parole est à vous. Franz. Attends. Merci beaucoup, Marjane, c'était vraiment passionnant et je vais me précipiter pour acheter ton livre que je n'ai pas encore. Tu n'as pas besoin de l'acheter, il est là. C'était un peu il ne se vend pas. C'était un peu le but de ma question. Oui. J'aurais juste deux petites questions, remarques. Tu as parlé de la relative raréfaction de la chèvre par rapport au mouton dans des contextes de déprise agricole et urbaine. Alors, ce que j'ai lu et entendu dans divers endroits, c'est que la chèvre est en fait un animal pas très populaire chez les agriculteurs qui pratiquent l'arboriculture, parce que contrairement aux moutons, elle monte aux arbres et elle mange les pousses. Voilà. Ah bah ça, c'est tout à fait vrai. Donc il y a un problème il y a un problème d'incompatibilité relative, semble-t-il. C'est tout à fait vrai, mais ça n'empêche que quand le milieu se dégrade, et notamment il y a plus d'aridité, si on doit avoir des troupeaux, on va choisir plutôt les chèvres que les moutons, quoi. Mon autre remarque, c'est que tu as insisté, à juste raison, sur la focalisation sur la forme des cornes, dans l'iconographie, notamment sur la céramique. Alors, tu le sais certainement, mais c'est dans l'Avesta, dans la description des animaux sauvages, symbolisant, notamment symbolisant le farne, la prospérité, le charisme, etc., quand ils en arrivent au Capridé, la définition se fait par les cornes. Ouais. C'est-à-dire que c'est lapidaire. Le mouton qui a les cornes enroulées, ouais, et la chèvre qui a les cornes pointues. Ouais. C'est tout de suite, c'est le marqueur. Voilà. Oui. Bah oui, c'est fascinant, merci. Merci encore. Wouter, peut-être. Oui. Il y a beaucoup de questions, mais peut-être il y a encore des questions. Oui, Samra. Merci beaucoup, Marjane. C'était vraiment passionnant et magistral et en plus très clair. Merci infiniment. Je me souviens dans l'un de tes articles sur le mur de Gorgon, tu avais analysé un grand nombre d'animaux et tu étais arrivé à plusieurs conclusions, dont celle que le constat que les animaux jeunes n'étaient pas consommés. Et donc il y avait une grande majorité d'animaux déjà adultes, je crois que c'était notamment des ovins, qui étaient consommés dans le contexte par les habitants ou les troupes placées autour du mur de Gorgon. Et on avait eu une discussion autour de ce phénomène et je t'avais suggéré peut-être une injonction d'ordre religieuse, puisque selon les principes et les règles du zoroastrisme, l'immolation des animaux non adultes ou non sevrés est interdite. Est-ce que ça se confirme aussi pour d'autres sites de la période de l'Antiquité tardive? Ça, c'est une question que j'aurais à te poser. Alors, j'essaie de me rappeler. Là, tu me poses une colle, je ne sais pas exactement, il faut que je regarde, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de sites pour la période. Si tu me posais la question pour les périodes plus anciennes, je te le dirais immédiatement, mais
J'essaye de voir qu'est-ce qu'il y avait à Haftapé. Je me souviens plus, par exemple. Mais Haftapé, c'est déjà c'est avant ce que tu me dis. Antiquité, on n'a pas grand-chose. Hein. On n'a pas grand-chose. Alors, pour revenir au mur de Gorgone, effectivement, j'avais fait cette observation, mais c'était, encore une fois, tu vois, le contexte est très important. C'est qu'on a affaire à des militaires qui occupaient donc, ces forts autour et qui, sans doute, n'avaient pas accès à... Enfin, mon interprétation, c'était, je crois que c'est de là que ça vient la discussion, mon interprétation, c'était qu'ils n'avaient pas accès à de la bonne nourriture, à la bonne chair, qui est plutôt la chair des animaux plus jeunes, comme on le sait. Mais bon, évidemment, j'avais pas connaissance de ce que tu m'as dit après, et qui fait tout à fait sens pour la période, effectivement. Donc il faut tenir compte, mais il faudrait que je vérifie ça dans d'autres sites de l'Antiquité où on a du matériel, parce que c'est pas parce qu'on a des os qu'on peut documenter cette partie-là. Il faut connaître, par exemple, suffisamment de mandibules, de dents, pour bien pouvoir définir l'âge des animaux et pour pouvoir construire une espèce de courbe d'abattage pour voir à quel moment on abattait plus les animaux. Pour le mur de Gorgone, je pouvais le faire, mais bon, j'aurai ça en tête et je t'écrirai à ce propos. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai peut-être une autre question rapide. Comme tu le sais, dans les textes moyens perses, il y a une description, il y a des catalogues des animaux. Alors, ils sont peut-être pas très parlants, mais bon, ils ont un catalogue des animaux, une liste des animaux et des espèces. Je parle évidemment du Bundahishn que tu connais. Est-ce que c'est une source qui peut être utile aux archéozoologues? Est-ce que les différentes espèces, notamment d'ovins et de caprins qui sont mentionnés, je crois que le Pazan fait partie de la liste. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile à quelqu'un comme toi? Je dis absolument. Alors, on a le cas parce qu'on avait un projet qui s'appelle EvoShip, qui était mené par une de mes collègues à Lyon. Et dans ce projet, évidemment, c'était un projet axé sur l'archéozoologie, la génétique, etc. Mais il y avait une partie où les épigraphistes étaient présents avec nous et qui ont apporté une quantité d'informations qu'on ne pouvait absolument pas imaginer dans notre registre et qui nous ont énormément éclairés, évidemment. Évidemment, donc tout ce qui est description dans les textes sont très très importantes pour nous. Et on s'y réfère, c'est-à-dire ce sont des sources qu'on utilise, qu'on essaye d'utiliser en collaboration avec des gens comme toi ou comme Wouter. C'est vraiment très très important, oui. À passer place aussi, on a énormément de moutons et de chèvres dans le texte des Lamites. Oui. Donc, là aussi, maintenant que Samra mentionne ça, on a des textes très descriptifs de traitement des animaux aussi. Oui. Même leur peau avec du vin, par exemple. Oui. Donc, est-ce que tu as jamais vu ça dans la réalité iranienne, après un rasage, qu'on traite les animaux? C'est-à-dire Ah oui. J'ai assisté moi-même chez les nomades de Barkieri, de la région de Barkieri. J'ai assisté au lavage et aussi en Géorgie. Très bien. Oui. Ah oui, totalement. Oui. Peut-être un autre aspect à souligner, parce que tu as montré des images et des tableaux, des données incroyables, et ça peut-être ça donne l'air d'être facile, mais je me rends compte que c'est très difficile de rassembler toutes les données que tu montres là. Et donc le fait que tu es tellement efficace, c'est parce que tu as des collections de références, non? Donc le but des deux collections que tu as présentées tout au début, c'est exactement d'être capable dans n'importe quel site, tu as déjà des références. Ah oui, absolument. Oui. Absolument, c'est-à-dire que on a aussi bien des collections de références actuelles, mais aussi chaque site constitue une référence, évidemment, une donnée, comme pour vous. Ça va être un point supplémentaire pour construire une image d'ensemble, évidemment, et construire des tendances. Sinon, on peut pas. Ça, c'est vraiment c'est 30 ans de travail, 40 ans de travail, pas seulement de moi, mais aussi d'autres gens qui ont travaillé, qu'on a accumulé et qui nous donnent cet éclairage vraiment. Et c'est la même chose, hein, c'est des sources historiques. Hein.
Et donc, est-ce que le laboratoire Balout ou le centre au musée ont aussi développé des bases de données? Est-ce que tu as fait ça? Parce que c'est pas plus sur papier, j'imagine, non? Ah non, on a des bases de données, bien sûr. Oui, on est très documenté là-dessus. Bon, chacun a sa propre base de données, hein, mais évidemment, on a des grands registres où aussi bien au musée que dans ce laboratoire où on a tout documenté et on a des bases de données, bien entendu, oui. Ah, incroyable. Mon inquiétude, c'est vraiment comment tu parles de ce laboratoire, parce qu'il me tient tellement à cœur, c'est vraiment, je dirais, si je suis contente d'une chose, c'est de ce laboratoire, mais un laboratoire n'est pas des murs, c'est des gens. Et mon inquiétude, c'est vraiment la continuité de ce travail, le fait que ces gens puissent tenir dans ce climat qui est très difficile, vraiment très difficile. Et comme vous voyez, il y a beaucoup plus de femmes. Et dans cette image, 3 ou 4 sont en train de faire leur doctorat, sont partis d'Iran. Je ne sais pas s'ils reviendront. Et voilà, donc tant mieux pour elles qui sont parties. Mais on a vraiment besoin d'aide pour pouvoir continuer voilà. Et ce sont des disciplines très difficiles. C'est au moins 10 années d'investissement vraiment pour pouvoir arriver à quelque chose, quoi. À un début de quelque chose. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas facile et c'est pas, voilà, il faut beaucoup de détermination. C'est Pidé, je crois. Merci beaucoup pour cette excellente présentation, Marjan. J'ai une petite question par rapport aux oiseaux. Puisque tu nous as montré également un dessin, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des restes des oiseaux? Est-ce que vous travaillez là-dessus aussi? On travaille sur tout. D'accord. Alors moi, personnellement, je travaille sur les oiseaux, mais par exemple, je ne travaille pas sur les... Quand je dis on, c'est-à-dire les archéozoologues, on travaille sur tout ce qu'on trouve. Mais après, il y a des sous-spécialités, c'est-à-dire que moi, je suis spécialiste des vertébrés en général. Je suis spécialiste des mammifères et des oiseaux, mais je ne suis pas spécialiste, par exemple, des poissons. Alors là, c'est vraiment un autre monde. C'est complètement un autre monde. Il faut vraiment que les gens soient d'abord ichtyologues, qui commencent à travailler avec le poisson vivant, et puis après, qui c'est une autre spécialité. Pareil pour les reptiles, les amphibiens, il y a tellement de groupes animaux. C'est pour ça que le muséum est un lieu merveilleux, parce qu'on a tous ces spécialistes qui sont là aussi, avec qui on peut travailler. Notre unité de recherche au Muséum national d'histoire naturelle est la plus grande unité de recherche dans le monde, qui réunit une centaine de personnes spécialisées en archéozoologie sur l'ensemble du globe, c'est-à-dire différentes régions, parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes faunes, les mêmes végétaux dans tout le globe. Donc, il faut être spécialisé non seulement géographiquement, mais aussi sur des taxons. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est spécialiste sur les reptiles, l'autre qui est sur les poissons, l'autre qui est sur les oiseaux. Et donc, on interagit évidemment ensemble et on a les merveilleuses collections de comparaison, parce que sans ça, on peut savoir qu'on a un oiseau, mais alors quel oiseau ça, c'est pas possible si tu n'as pas une collection de références. C'est capital. Voilà. Merci. Et tu travailles pas seulement en Iran, en plus. Oui. C'est incroyable. Ouais. Oui. J'ai aussi une petite question, parce que tu as évoqué tout au début les dromadaires et la chasse. Donc, est-ce que la question de l'origine de dromadaires résolue aujourd'hui, c'est vraiment dans le désert de l'Arabie saoudite ou ailleurs? Parce que j'ai toujours compris que cette question était une question difficile. Non, l'origine, tu veux dire du sauvage, tu veux dire? Oui. Ah oui, ça c'est dans cette région-là. Oui. Ah, vraiment? Oui, ok, très bien. Oui. Ouais. Et tu places... Par contre, la domestication, c'était tout un débat. Où est-ce que ça s'était domestiqué? Donc là aussi, on sait que c'est dans la région, enfin, aux Émirats arabes unis, on a des sites qui le montrent. Ok. Et ça aussi, c'est, j'imagine, un processus lent plutôt? Plutôt lent. Graduel avec... Plutôt lent. Par exemple, on a trouvé un site à Dubaï, Sarour al-Hadid, qui est un site majeur, magnifique.
et dans lequel on a trouvé aussi pas mal de dromadaires. Et il y a toute une théorie actuellement qui est en cours en disant que peut-être que les premiers signes en tout cas de l'appropriation de l'animal et l'exploitation de l'animal étaient déjà présents sur ce site à côté de Dubaï. Ouais. C'est un site majeur, hein, Sarour al-Hadi. Deux petites questions de logique. Je n'ai pas bien compris la différence entre les archéozoologues et les paléontologues, car il me semblait très simple de dire que les premiers s'occupent des animaux et les deuxièmes s'occupent des hommes, mais vous avez parlé de l'interaction avec les hommes. Alors, je ne vois pas, finalement, je n'ai pas compris. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une collection pour savoir de quel oiseau il s'agit? D'accord. Alors, les paléontologues s'occupent du registre fossile, c'est-à-dire tous les fossiles qui peuvent... Fossiles, tout ce qui est fossile et qui peut appartenir à plusieurs centaines de milliers d'années, ou même plus. Donc, il n'y a pas de relation avec l'espèce humaine. Disons que c'était avant l'homme, quoi. Alors que nous, les archéozoologues, on peut travailler sur des périodes très anciennes, comme je vous ai montré. Par exemple, il y a des sites qui ont 300 000 ans, 400 000 ans, mais qui ont une interaction où on voit l'interaction des humains et des animaux. C'est-à-dire, c'est ce que vous trouvez, en fait. Les restes animaux que vous trouvez sont le produit de l'activité de l'homme. C'est la chasse, éventuellement, à cette période-là. Donc, c'est différent d'une trouvaille indépendante de fossiles de dinosaures ou d'autres. Voilà. La deuxième question. Ah, voilà, pourquoi on a besoin d'une collection de comparaison? Alors, j'ai peut-être sauté une étape, on a d'abord besoin de connaître l'anatomie comparée, c'est-à-dire les principes de l'anatomie comparée, qui est pour elle-même toute une science, de connaître comment le corps il est organisé, l'organisme est organisé. Alors, il y a différentes anatomies comparées, des pièces, je dirais, molles et des pièces dures, c'est-à-dire le squelette. Donc, moi, je travaille juste sur le squelette. Et donc, comment est constitué un squelette? Quelle est la morphologie de chaque os? Donc, ça, ce sont des principes qu'on connaît, il faut connaître, il faut avoir étudié ça. Mais en parallèle de ça, on ne peut pas avoir tout en tête. C'est-à-dire que la diversité est telle que pour comparer un fragment d'os que je vous ai montré, qui est en plus cassé, fragmentaire, j'ai besoin d'avoir un référentiel dans ma main pour dire « Ah bah oui, là, il ressemble à ça, ce caractère, il ressemble à ça, donc c'est tel animal ou tel animal. » Voilà, donc c'est uniquement ça. La prochaine fois, si j'ai quelque chose, j'amènerai des ossements pour vous montrer. Oui. Non, mais quelques exemplaires, voilà. D'autres questions? Oui. Le micro. Vous avez parlé, si j'ai bien compris, il y a une évolution des gènes qui s'est produite avant que la manifestation corporelle se soit présentée. Et donc, cette évolution des gènes fait suite donc à l'interaction humaine qu'il y avait, puisque si j'ai bien compris aussi, c'était dans le cadre de la subjugation des animaux. Exactement. qui devenait de plus en plus, ouais. Le terme m'échappe, mais donc devenait apprivoisé. Pardon. Apprivoisé, voilà, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on comprend, il y a des études qui sont faites sur comment la pression qui s'exerce modifie les gènes, pourquoi ça se passe dans cet ordre-là, pourquoi est-ce qu'il y a tant de temps entre la modification du gène et l'apparition de la manifestation corporelle? Alors, la raison pour... en fait, la modification des gènes, c'est le stress.
le stress d'être enfermé, l'enfermement, il y a un autre terme, bref, le fait d'être contraint dans un espace réduit et de perdre sa liberté induit un tel stress qu'il y a des mutations génétiques qui commencent à se produire. L'autre événement qui se passe et qui aboutit à la domestication, c'est que l'homme intervient sur le cycle de reproduction de l'animal. Et ça, c'est un stress extrême pour l'animal et évidemment qui change sa constitution génétique. Pourquoi le temps il est si long? Alors, c'est très difficile de définir le temps en archéologie. Hein. Comme je vous ai montré, on a des moyens, évidemment, avec le carbone 14 pour définir un temps précis, un temps T. Mais ces évolutions-là, il faut d'abord avoir le matériel pour pouvoir le prouver entre cet os et son exemplaire d'avant. Donc c'est pas très facile, mais disons que c'est justement l'accumulation de nos données archéozoologiques ici et là qui nous permettent de dire que cette évolution se fait entre 100 et 200 ans à peu près. Au cours de 100 à 200 ans, ça se met en place et les manifestations physiques commencent à apparaître. Une des manifestations très importantes, c'est la réduction de la taille. Ça, c'est quelque chose qui s'est vu, par exemple, pour le roc. On voit très vite la baisse de la taille pour le bœuf qui va être très important au cours de la domestication à cause de ce confinement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le fait d'être confiné induit un tel stress que toutes ces modifications arrivent l'un après l'autre. D'autres questions? Ça me fait, bien sûr, j'ai beaucoup appris. Hein, c'est un domaine où je suis vraiment très ignorant. Mais dans son exposé préliminaire, Wouter a souligné à juste titre ce qui constitue peut-être une ligne rouge de la continuité dans la culture iranienne, cette interaction entre humains et animaux. Et tu as bien montré combien l'animal est présent dans l'art. Mais là, ça continue. C'est-à-dire, je ne veux pas parler des livres majeurs, je dirais, qui ont joué un rôle important dans la culture iranienne, comme Khalil Demne, l'interaction entre humains et animaux. Enfin, Khalil Demne et toutes ces implications littéraires dans la littérature persane, où tout le genre littéraire de livres des merveilles, Ajoib al-Makhlouqat, c'est-à-dire vraiment des parallèles constants établis par les auteurs entre les humains ou encore le rôle des animaux, par exemple, dans la littérature mystique. Ils sont extrêmement importants, extrêmement. Oui. Donc, comme ça de mémoire, le chien, la gazelle, la colombe, etc. Et puis, également, bien sûr, toutes les épopées comme le Mantorotei, c'est-à-dire vraiment ou la figure de Simor, le roi des animaux, et bien sûr ses relations avec le cheminement mystique, et puis bien sûr le Shahnameh, le livre des rois, où le Simor est un des personnages principaux. C'est un animal, donc dans l'éducation d'Ozol, et puis dans ses interventions quand on fait brûler ses plumes, qui est d'origine avestique aussi. Saïna Marega, c'est Simor. Et puis, par exemple, le rôle de chevaux. Il joue un rôle extrêmement important. Rarch, Shabrang, le cheval de Rostam, le cheval de Siavash, etc. Donc, on voit effectivement cette continuité et ce rôle extrêmement important, y compris sur le plan, je dirais, spirituel et moral des animaux. Donc, Wouter a totalement raison de souligner cette question de la présence, de l'omniprésence de l'animal. Partout. Il n'y a pas de société sans animaux, ça c'est sûr, et c'est dans toutes les sphères, on le voit, on le constate.
Tu parlais de Shahnameh, effectivement, il y a aussi la figure de Rostam lui-même avec son casque. Et puisqu'il porte le tigre qui est son habit. Tout à fait. Ouais. D'autres questions? Je crois que les gens sont fatigués. En tout cas, merci beaucoup à l'audience. Merci. Vous avez été très patient. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi.